Donc Amadeus, voilà, on est présent un peu dans le monde. Et juste, cette intro, c'est juste pour introduire le côté big data chez Amadeus. Donc, c'est beaucoup de clients avec des données qui sont très différentes et une volumétrie qui est assez importante. Alors, je vois 2 anciens collègues dans la salle. Vous avez le droit de me dire « Non, Thierry, tu dis des bêtises. » Vous avez le droit d'interrompre. Donc, ça, les infos, c'est des infos qui sont sur le site corporate d'Amadeus et je crois qu'ils datent de 2018 ou 2019. Et vous voyez que, en gros, à peak time, c'était en gros 100 000 TPS, tout confondu. Donc c'est quand même important en termes de charge. En préparant ces slides, j'ai vu qu'en 2014, j'ai un ancien collègue qui s'appelait Jérémy Meyer, qui parlait déjà du big data chez Amadeus. Et attention, regardez bien, on parlait déjà en 2014 de huge amount of data, des databases de plus de 10 terabytes, rendez-vous compte. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, le big data, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ça, ça regroupe plusieurs problématiques. La première, c'est la vélocité des données. Alors pour ça, on a Kafka qui nous sert beaucoup, et on a MapRFS. MapRFS, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le file system du vendeur Hadoop qu'on a utilisé. Pour le big data, on a aussi une problématique sur la variété des données. Alors variété, c'est à la fois la variété sur le contenu des données et à la fois sur le format. On va avoir des messages qui vont être en JSON, des messages qui vont être en Edifact, ça va être du CSV, ça va être un peu n'importe quoi, et il faut travailler avec tout ça. On a aussi une variété sur les sources, les origines des données, et sur la manière de les stocker. Et enfin, l'autre point du big data, c'est les volumétries. Donc les volumétries, l'écosystème Hadoop chez Amadeus, ça se chiffre en pétaoctets ou pétabytes. Et les dernières stats que j'ai eues, moi, c'était qu'on était à peu près à 400 machines, en gros 12 000 cœurs, 25 pétabytes et 100 teradrats de RAM pour exploiter tout ça. Le principe de base de Hadoop, quand même, au départ, c'était du commodity hardware. Et le commodity hardware chez Amadeus, c'est des serveurs avec 58 cœurs ou 56 cœurs, je ne sais plus. Donc on est un peu loin du principe de base, mais ça marchait plutôt bien. Donc ça, ce petit monde Hadoop, ça marchait pas mal. Et puis, un jour, on se rend compte que, oh tiens, il y a une fusion entre Cloudera et Hortonworks. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y avait 3 distributeurs principaux de l'écosystème open source Hadoop. C'était Cloudera, Hortonworks et Mapr. Bon, il se trouve que nous, on avait pris le 3e, Mapr. Mapr a été choisi chez nous pour plusieurs raisons, qui sont là à l'écran. D'abord, pour le file system qui était vraiment, et d'ailleurs qui est toujours à très haute performance, puisque Mapr avait décidé de créer un file system, de remplacer le file system de Hadoop, donc l'accès vraiment aux fichiers, qui était dans la stack Hadoop sous forme de code Java, et eux, ils ont fait du code C++ qui allait vraiment, mais de façon fondamentalement plus rapide. Et qui permettait aussi, avant que ça arrive dans l'écosystème open source, de faire des mount NFS directement vers le stockage Hadoop. Le distributeur aussi Mapr avait une grande force parce que c'était très orienté production, ça permettait de faire du multi-tenant et c'était aussi très orienté sur la sécurité avec l'authentication Kerberos, ce que les autres vendeurs ni l'open source n'offraient. Et chez nous, en gros, ça se matérialisait l'utilisation d'Hadoop par des workflows Oozie. Alors Oozie, c'est le scheduler natif de Hadoop, par des Job Spark. On a aussi, j'ai vu aussi au départ un peu de Pig. Je ne sais pas si quelqu'un connaît encore le Pig. Mais principalement, c'était Oozie Spark et ensuite du requêtage éventuellement sur Hive ou dans certains use cases sur du Impala. Et pour faire tourner tout ça, on a eu chez Amadeus, on a toujours un réseau dédié, puisque historiquement Amadeus était quand même plus orienté sur des transactions, donc vraiment des temps de réponse très rapides, mais pas forcément avec de gros débits. Et là, pour le Hadoop, c'était l'opposé, on voulait des très gros débits, mais avec des temps de réponse pas forcément énormes. Mon retour d'expérience là-dessus, alors c'est que d'abord, alors ça va peut-être faire sourire ces 2 anciens collègues, c'est que les migrations d'une version à une autre n'étaient pas forcément aussi transparentes que ce qu'on avait espéré au départ.
pour plusieurs raisons. Je pense que il y a une des raisons, c'est qu'on avait du hardware qui était monstrueux, et donc quand on éteint un serveur qui est monstrueux, ça a un impact plus important que quand on débranche juste un blade. On a eu aussi parfois des difficultés avec les patchs qui étaient fournis quand il y a des patchs de sécurité ou autres, et les libs, l'organisation des libs. Ça, je pense que c'est parce que Mapper était une entreprise assez jeune quand on a commencé avec eux, et bon, c'était normal, et tout ça s'est amélioré très rapidement. Et par contre, le truc qui était super important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup de ressources CPU et mémoire pour du workload qui était complètement inutile. Ça s'explique parce qu'on utilisait Oozie. On utilisait beaucoup Oozie. Et à l'époque, Oozie, pour démarrer n'importe quoi, avait besoin de demander à Yarn de lui donner un container et de démarrer une JVM dans ce container. Donc la moindre action Oozie, en fait, causait une charge de travail qui était importante. Et parfois, on avait des cas de figure où les applications Spark, n'était même pas démarré parce que Oozie détectait qu'il n'y avait pas besoin de démarrer. Mais Oozie, lui, avait besoin de démarrer. Donc on payait quand même le ticket d'entrée de la JVM dans Yarn. Et ça causait une dépense de ressources assez importante. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse lire le slide. La nouvelle tombe, Mapper a des problèmes financiers. Et voilà. Donc ça s'est bien terminé pour tout le monde. Mapper a été racheté. Mais on a eu des sueurs froides un petit moment. Entre-temps, en fait, avant que cette nouvelle-là tombe, on a en interne des gens qui commencent à dire est-ce que la manière dont on fait du big data est optimale pour ce qu'on fait concrètement? Et donc là, l'idée vient de dire et si on arrivait à faire mieux qu'avec Hadoop pour nos use cases? Et pour faire ça, ce qu'on se dit, c'est qu'on va remplacer Yarn par Kubernetes, parce que vous vous souvenez, au slide d'avant, je disais que le use case principal, c'était du Spark, et Spark n'a pas forcément besoin de Yarn pour s'exécuter. Spark sait s'exécuter dans Kubernetes. Oozie peut être remplacé par Airflow. Airflow, c'est un autre scheduler, alors il ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Il a des avantages, notamment de ne pas dépendre de Yarn pour s'exécuter, entre autres, et d'être beaucoup plus léger. Par ailleurs, quand Oozie a tous ses workflows qui sont codés en XML, on voit déjà un peu une contradiction. Airflow, lui, ses workflows, ses graphes d'exécution sont codés en Python, donc on peut faire des choses qui sont beaucoup plus performantes. Et enfin, l'idée aussi, c'est de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de HDFS, ou est-ce que S3 pourrait pas être suffisant, ou pourrait pas remplir nos besoins. S3, c'est pas un file system, par contre. Qu'est-ce que ça nous apporte, ce décalage de Hadoop, Yarn, Oozie vers une solution Spark sur Kubernetes avec Airflow? C'est qu'on peut avoir une version de Spark très rapidement, puisque finalement, on a besoin que de fournir une image Docker avec la nouvelle version, et rouler jeunesse, c'est parti. Ça devient aussi hyper flexible, parce qu'on peut dire que notre application Spark qui va s'exécuter a besoin que de 500 millicores pour tourner. C'est possible. Alors que dans Yarn, on n'a pas ce niveau de granularité à la fois sur les ressources CPU et à la fois sur les ressources mémoire. Ça permet aussi d'avoir une bien meilleure mise à l'échelle, à la fois pour la question des ressources qu'on peut demander à Kubernetes, et à la fois sur la manière dont on provisionne notre cluster Kubernetes. Et enfin, on n'a pas tout le coût qu'on avait avec Oozie quand on utilise Airflow, parce que Airflow, lui aussi, va pouvoir s'exécuter, non plus en demandant à Yarn de lui donner une JVM et de l'espace, mais en disant à Kubernetes, salut, tu me donnes de la place pour un container, s'il te plaît, j'ai besoin que de 200 millicores et de 64 MB. C'était possible avec Airflow. Le désavantage, par contre, quand on fait ça, c'est qu'on perd complètement le bénéfice que Mapper nous donnait avec son file system qui était vraiment une tuerie, et qu'il est toujours, je pense. Et donc ça, on commence à développer notre plateforme qui est l'évolution sur cloud privé. Et puis là, la nouvelle tombe, zut, finalement, ce ne sera pas S3, ce sera autre chose.
Donc c'est pas grave, on s'adapte. Tout ça, ça reste quand même des stockages, pas des file systems, mais des stockages qui sont toujours compatibles avec ce que Spark utilise. Donc ça va bien se passer. Et donc, on passe de la solution cloud privée sur Kubernetes, alors c'est OpenShift, à la version cloud public, où on remplace, on n'est plus sur HDFS et on n'est plus sur S3, mais on passe sur du Azure Storage. Et Databricks vient pour remplacer en fait le framework d'exécution des Jobs Spark. Et puis en plus, ce partenariat avec Azure va nous apporter aussi tout ce que l'écosystème d'Azure apporte. Et il y a plein de choses très très bien qui arrivent avec ça. Voilà, donc ça c'était la première partie, feedback un peu sur comment s'est passée l'évolution progressive de la mise en place de Hadoop au sens industriel, parce qu'avant que ces pétabytes soient stockés, on avait déjà des collègues qui travaillaient sur du Hadoop. Mais c'est vraiment l'évolution de Hadoop, Mapr, ensuite cloud privé, ensuite cloud public. Et là, se pose la question de, ok, c'est très bien tout ça, mais j'ai une application qui tourne sur Hadoop, comment je fais pour la monitorer? Comment je fais pour vérifier qu'elle tourne, qu'elle va bien, qu'elle va pas bien? Et le problème auquel on est confronté, c'est que on a notre vendeur Hadoop, donc à l'époque qui est Mapr, et puis on a les frameworks de monitoring d'Amadeus. Alors, côté Mapr, la solution qui nous est vendue arrive avec des technos de monitoring qui sont très bien, mais par contre, ça va accrocher un peu, parce que c'est pas du tout ce qu'on utilise pour le reste de l'entreprise. Donc il faut quand même arriver à faire cohabiter les deux et pas diverger complètement. Et on se rend compte assez rapidement aussi que si on veut, finalement, on se dit pourquoi pas utiliser cette solution Big Data pour les monitoring, puis on se rend compte qu'en fait, non, ça va pas être possible, parce que si on veut l'utiliser, il faut acheter les composants qui vont avec. Et ça, on n'avait pas tellement envie de partir là-dedans. Et ensuite, l'autre problématique qu'on avait, c'est que cette solution de monitoring, à l'époque où on l'étudie, elle n'est pas encore partitionnable en plusieurs clients. À savoir, on a plein de départements qui vont utiliser l'écosystème Hadoop. On a vraiment envie de les isoler les uns les autres et qu'il n'y ait pas de recouvrement des uns sur les autres. Et puis, de l'autre côté, on a la stack de monitoring qui est en cours d'utilisation, qui vient de naître, celle-là chez Amadeus, qui s'appuie sur Prometheus. Donc Prometheus qui est un time series database. Et elle, par contre, qui est construite pour monitorer des services. Donc qui va pouler régulièrement des métriques, mais sur un service qui est up and running. Et c'est là le petit truc qui est en bleu en bas, qui aurait dû s'afficher maintenant. On est à l'opposé complet avec ce qu'on fait dans la stack Hadoop. Parce que dans l'écosystème Hadoop, nos applications vont démarrer n'importe où et n'importe quand dans le cluster. Donc ça colle pas du tout avec ce que Prometheus est capable de faire. Et en plus, à l'époque où on met ça en place, on n'a pas encore de solution pour envoyer des métriques à Prometheus. Donc en gros, c'est un peu comme si on avait d'un côté, on avait des petites formes d'enfants avec des triangles, et puis que d'un autre côté, on a des ronds, et ok, ça fait plein de choses très sympas d'un côté et de l'autre, mais ça colle pas, quoi. Et donc la question qu'on se pose dans l'équipe, c'est ok, il faut bien qu'on monitore, comment est-ce qu'on va faire? Et donc ce qu'on veut faire, en fait, c'est la petite boîte qui est au milieu, là, on a du Guzzi, du Spark, on a du Prometheus, mais ce qu'on veut faire au final, c'est surveiller on aime bien les acronymes, des KPI, pour monitorer aussi nos Service Level Agreements, c'est-à-dire monitorer que, par exemple, ce qu'on s'est engagé à fournir à un client externe est exécuté dans les temps. Que nos workflows OSI vont bien s'exécuter dans les temps et vont terminer en succès. Que ces workflows aussi, qui eux aussi ont des contraintes qu'on peut ajouter quand on les code, vont être respectés. Que nos applications Spark vont s'exécuter correctement dans les temps, avec peut-être des monitorings sur la quantité de mémoire qui va être utilisée ou sur le garbage collector. Et tout ça, ça colle pas, parce que d'un côté comme de l'autre, on a des trucs qui font que ça colle pas, quoi. Et en plus, tout ce qu'on veut faire, tout ça, ce qu'on nous dit en tâche de fond aussi, en fait, les gars,
on ne veut pas de dégradation des performances, on ne veut pas d'impact. Donc il y a quand même un certain challenge, et on ne veut pas non plus dépenser de ressources pour ça, idéalement. Et on veut introduire zéro risque sur les services qui nous sont fournis, sur lesquels on a du support, tant qu'on ne les modifie pas. Et c'est là que, alors c'est pas fait exprès, c'est promis, cela je l'avais fait avant de savoir quel était le sujet de ce soir, que je peux dire que l'open source est un ami pour la vie. Parce que quand on commence à chercher, on se rend compte rapidement que chez Oozie, en fait, sur la stack technique, on a des listeners qu'on peut implémenter et qui vont nous permettre de capturer à la volée dans le web service de Oozie les events qui passent. Donc on peut dire, par conf, on peut dire, au fait, moi j'ai une classe, s'il te plaît, je voudrais que tu me notifies systématiquement quand il y a un nouvel event. Puis on se rend compte que c'est pareil chez Spark. Donc ça c'est génial, parce qu'on va pouvoir, on commence à se rendre compte qu'on va pouvoir assez facilement faire du code pour enrichir les frameworks qui sont fournis. Toute la doc est là, parfois il y a même des exemples, donc c'est génial. Et en fait, ce qu'on va finir par proposer, c'est de faire des event listeners pour Oozie et pour Spark, qui sont ajoutés en ClassPass, qui sont configurés, qu'on veut implémenter avec un impact minimum sur les performances et sur la charge. On veut que ce soit asynchrone, et on se dit que le concept de base, c'est au pire, on perd un métrique, on perd une série de métriques, on perd 5 minutes de métrique, mais on veut avoir zéro impact. Et avec tout ça, avec ces listeners, on va pouvoir arriver à délivrer quelque chose qui fait ça. Et pour Spark, c'est pareil, on a des API pour le dev qui vont permettre en plus à nos développeurs d'envoyer leurs propres métriques à Prometheus. Donc de ne pas se contenter juste de ce que le framework Spark fournit, mais en plus d'avoir des custom métriques. Et tout ça, c'est avec un peu de conf. Et tout ça va pousser les informations, donc les métriques en gros, à un service REST qui va recevoir les events Oozie natifs. Donc vraiment, on prend les classes d'events, on les caste en JSON et on les envoie. Va recevoir les events de Spark tout pareil, et va recevoir les custom métriques. Et puis on va coder aussi le petit point du bas, qui est le point d'entrée pour Prometheus, pour que Prometheus puisse aller scraper tous les métriques dont il a besoin. Tout ça, c'est déployé dans Kubernetes. Donc on est encore dans l'open source. Kubernetes est franchement génial pour ça. Et puis ce qu'on constate, en fait, on fait comme un peu des tests de montée en charge de nos listeners. On se rend compte que ça a vraiment zéro impact sur le service Oozie. Donc on est assez content. Et puis on code pour notre stack Spark. On se rend compte qu'en plus des events de Spark, finalement on peut aussi coder du code pour récupérer les valeurs d'accumulateurs. Alors, si vous avez des questions ensuite sur Spark, je peux répondre aussi, je peux essayer. Et puis comme je disais tout à l'heure, les métriques pour les développeurs, pour qu'ils puissent envoyer leurs métriques à eux de façon très facile. La question, c'est que tout ça, c'est dans le monde cloud privé, Mapper, Oozie, tout ça. Comment ça va se passer quand on va migrer au cloud privé? Finalement, ça ne va pas changer beaucoup. Parce que Airflow va pouvoir feeder le même service REST pour envoyer des métriques. Donc l'engine qui est au milieu, on le fait évoluer un peu, mais il ne change pas beaucoup en fait. Il tient toujours le coup. Ensuite, quand on passe sur du cloud public, là ça change un peu parce qu'en fait, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant, à savoir le Prometheus Push Gateway, on va avoir le droit de l'utiliser. Donc on n'a plus besoin de cette brique, mais finalement, le code qu'on a fait pour Spark, on va le réutiliser très facilement pour envoyer les métriques à la Push Gateway. Donc les API côté développeur pour coder leurs métriques ne vont pas changer. C'est un peu le code qui est en arrière-plan qui va changer, mais pas fondamentalement. Et en plus, on va, alors là pour le coup, pour ce qui est des accumulateurs Spark, en fait Spark 3 arrive avec ses propres améliorations. Et ça va marcher très très bien tout ça un jour. Là, on est en plein dedans en ce moment. Je ne sais pas où j'en suis d'un point de vue timing. 20 minutes 30, je vois. Cédric, je suis bon? Ok.
super timing. Mes conclusions sur tout ça, alors c'est des conclusions personnelles, hein, j'ai pas eu le stamp Amadeus pour dire ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, travailler en équipe, c'est bien. Particulièrement là, moi je l'ai expérimenté en sortant du confinement. Se retrouver en équipe autour d'un tableau blanc, ça fait un foisonnement intellectuel qui est vraiment, je pense, essentiel pour les développeurs et je pense pour l'entreprise. Je suis aussi super content qu'on ait, avec les gens qui ont travaillé là-dessus, qu'on ait pensé un peu plus loin que le besoin immédiat et que le management nous ait dit OK pour aller creuser un peu plus et aller un peu plus loin que ce qu'on avait demandé de faire à la base. Le principal, je pense, c'est l'open source. Vraiment, il n'y a pas photo. Si on n'avait pas eu de l'open source, on n'aurait pas pu faire tout ça. Je ne sais pas comment on aurait fait, mais ça n'aurait pas marché, quoi. On aurait dû acheter peut-être à un autre vendeur des solutions qui auraient peut-être mis des mois à livrer. Et là, ça a été assez rapide. Tout à l'heure, on a vu David qui nous parlait du KISS. On est dans l'informatique, on n'est pas des fans des bisous. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas le KISS, qui nous regardent, c'est Keep It Simple. Je m'arrête là. L'inconvénient dans ce qu'on a mis en place, c'est que c'était très facile d'envoyer des métriques, et c'était du coup un peu trop facile d'envoyer des métriques. Et du coup, on s'est retrouvé au départ avec des collègues qui n'avaient pas forcément lu les recommandations et qui envoyaient des métriques qui ne respectaient pas du tout la philosophie des time series, à savoir un métrique et des tags. Donc on s'est retrouvé parfois avec des métriques où les développeurs ajoutaient un ID incrémental dans le nom du métrique. Donc c'est des coups à tuer la time series. Et ça m'amène à la ligne en dessous qui est gérer l'utilisation imprévue. Et ben, grâce à ce qu'on a fait, en fait, on a pu facilement gérer ces cas de figure. Et enfin, pour ceux qui sont en position de gérer des budgets des développeurs, ben, c'est sûr que ce qu'on a fait, c'était, je pense, une petite décision d'investissement sur l'avenir. Et à terme, je pense que ça a payé. Voilà. Donc l'open source est mon ami. Je pense que je suis bon pour le timing. Merci. Alors ne partez pas tout de suite parce qu'après il y a plein de pizzas qui nous attendent. Alors ceux qui sont en remote, la prochaine fois venez parce qu'il y a un buffet mais monstrueux dehors. Ils vont faire comme tu, ils vont aller dans leur frigo. Ouais. Alors merci beaucoup. On peut passer aux questions maintenant. Avant. Quand même, voilà, on a déjà 2 là. Est-ce qu'une solution, ça aurait pu être de racheter Mapper, qui représentait 120, 130 personnes, donc par rapport aux équipes IT d'Amadeus? Est-ce que la question s'est posée ou est-ce que ça aurait pu être envisageable? Alors d'un point de vue strictement monétaire, je ne sais pas. Peut-être, honnêtement, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le cœur de métier de l'entreprise? Finalement, et est-ce que de toute façon... Imaginons qu'on rachète l'entreprise, est-ce que les cerveaux vont rester? Alors, je faisais l'analogie avec des questions qu'on s'est posées aussi, je viens de Grand Groupe, avant de faire ce que je fais maintenant. Donc c'est vrai que souvent on se dit, c'est pas mon métier, mais pour la survie de ma prod, je suis finalement obligé de le faire. C'était pas à contre-cœur, mais voilà, c'était ça la question. Bon, là il se trouve qu'on n'était pas non plus, c'est pas une question de survie de l'entreprise, il y avait des solutions de contournement du problème. Et puis, je pense que le point critique, c'est OK, on rachète la boîte, mais est-ce que les gens vont rester? Et je veux dire, si tous les développeurs se disent oula, je suis racheté par une boîte qui fait du voyage, ça m'intéresse pas, je m'en vais. Parce que les fondateurs de Mapper, c'est des gens qui venaient de chez Google et autres. Enfin, voilà, donc je pense que les deux entreprises n'étaient pas forcément compatibles. Mais pourquoi pas? Une autre question? Ouais, l'exporteur, enfin l'outil que vous avez écrit qui exporte des métriques à partir de OSI et de Spark, donc un exporteur Hadoop ou un truc dans le genre. Est-ce que la question s'est posée de l'open sourcer? Est-ce que vous l'avez open sourcé? Non. Non. Alors moi j'ai une expérience personnelle avec l'open source. On a proposé un projet en open source avant de savoir que Azure serait notre partenaire pour le cloud. Et ce qui fait que je dirais heureusement qu'on n'a pas open sourcé ce truc parce que en fait c'est une solution qu'on va plus utiliser, sur laquelle il n'y aura plus personne qui va travailler. Et puis c'était bon,
Et ce qu'on a fait, c'est pas rocket science, hein, c'est juste un thread qui tourne en arrière-plan, qui empile les métriques et qui va déqueuer régulièrement. Donc, qui toutes les minutes, toutes les 5 minutes, c'est configurable, va en fait envoyer un gros paquet au service REST. Énormément d'outils qui sont pas rocket science, mais que ça me sauve quand même un paquet de temps de dev de les utiliser quand je les trouve. Complètement, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc en attendant, oui, open source ne veut pas dire haute qualité. On ne sait pas qui dans le monde peut être intéressé par ce que vous faites, donc n'hésitez pas à le mettre sur GitLab, GitHub. Bon, je pense que quand une entreprise met un produit en open source, il faut que ça donne aussi une bonne image d'entreprise. Donc si on met un truc en open source, que personne ne le maintient, personne gère la communauté et personne gère les pull requests, enfin, quel est le message qu'on passe, quoi? Il faut être clair, oui, c'est sûr. Si dans le repo on marque, on vous met à disposition le meilleur framework du monde qui sera maintenu 10 ans, là, c'est le message est pas bon. Mais si on met, en fait, c'est de l'open source, mais en fait, c'est de l'abandonware. Ouais. Mais ça peut, il y en a qui l'utilisent, mais mal. Alors voilà, on a une question de. C'est vrai qu'on va un peu faire le débat là-dessus. Sur l'open source, c'est vrai que moi, je vois que des avantages par rapport à ça, parce que quand on contribue, quand on récupère quelque chose qui est sur la communauté de l'open source, l'avantage, c'est qu'on récupère gratuitement les mises à jour. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on se coltine à faire après en interne. Mais c'est du travail aussi. Donc ouais, moi je suis convaincu aussi que l'open source a du bon. Il faut pas que les gens qui nous regardent sur le stream partent en disant j'ai honte ou je vais pas le maintenir 10 ans. Mettez tout sur open source et attendez de vous faire taper dessus. Voilà, je pense que c'est la meilleure approche. C'est comme la communication, hein. Dans les grands groupes, vaut mieux communiquer jusqu'à ce que le département vous tape dessus plutôt que d'attendre d'avoir leur autorisation. J'espère qu'il y a personne sur le stream des départements de communication. Mais... Non, mais je vois qu'il y a plus de 500 personnes qui sont connectées là, Sandra. 5000. 500 000 maintenant. Merci d'être resté jusqu'au bout. S'il n'y a plus de questions, je remercie tout le monde. Alors encore une fois, merci Thierry, merci tous les intervenants.